J'ai commencé par réfléchir, je me disais que comment est-ce qu'on peut investir sans argent? Et c'est là que j'ai commencé par mettre une stratégie en place pour pouvoir investir sans argent. J'ai abouti à ce que j'ai fait là-bas à cause de cela. On apprend quand on fait. Donc j'ai réussi à tailler tout seul. J'ai réussi à faire la pépinière moi-même. J'ai réussi à planter moi-même. J'ai réussi à entretenir moi-même. Et actuellement, ça a commencé par produire. Quand tu as la vision, tu te mets en œuvre en fonction de la vision que tu as. Moi, j'ai dit qu'un fonctionnaire qui reçoit un salaire ne peut jamais devenir riche. Moi, je suis arrivé à un niveau où j'avais besoin de soutien, mais il n'y en avait pas. Ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Donc, il fallait que moi-même, je me batte pour réaliser mes besoins et la vision que moi-même j'ai. Pour ma part, selon moi, l'agriculture est le moyen par lequel on peut gagner facilement de l'argent. Et j'ai eu la possibilité d'investir sans argent. Et je peux l'expliquer. Ça a été un long... Welcome to What Reminds. My name is Yawaye. I'm your host. We have somebody interesting as per usual. Il s'appelle Mawena Atakpame. Il est un entrepreneur agricole. C'est quelqu'un qui est très intéressant et qui connaît bien son travail. Il est passionné dans son travail. Donc aujourd'hui, on va discuter de l'agriculture. Welcome, Mawena. Okay. Je veux vraiment savoir comment c'était quand tu grandissais, quoi. Parce que on se connaît maintenant, ça fait quelques mois, et tu me parles beaucoup de ce que tu as traversé à arriver là où tu es aujourd'hui comme un professionnel. Donc, donne-nous une petite image. Ok, merci. Je vais dire que je suis Atakpame Mawena, comme tu le dis, mais si ma pièce de naissance, c'est Atakpame Yao. Donc, Mon nom officiel, c'est Atakpame Yao. On a le même nom. Mon petit nom. Ah bon, hein? Mais on s'est dit ça, non? Je pense bien. C'était le premier jour que tu m'avais écrit. Oui, c'est vrai. Et je t'ai dit que j'allais t'appeler Yao. Donc, mon vrai nom, c'est Atakpame Yao. C'est ça, je signe à l'école, c'est mon nom officiel. Mais mon nom à la maison, c'est Mawena. Donc, tu étais né jeudi aussi? Oui, je suis né jeudi. Ok. Donc, je suis né quelque part au nord, dans la région centrale. On appelle Pagala. Oui. Là-bas, ça s'appelle Pagala, dans la préfecture de Blita. Et mon père était un agriculteur. Désolé, de Lomé à Pagala, ça fait combien? Je pense que ça fait 245 km. 245 km. Pas loin. Oui, c'est pas trop loin que ça. Donc, je suis Ifé, d'origine Atakpame. Ifé, ça veut dire quoi? Ifé, c'est une langue, c'est la langue Atakpame. Ok. Ifé de la langue Atakpame. Donc, c'est ma langue paternelle. Et j'ai grandi quand même dans la région centrale. J'ai pas grandi à Atakpame. Et mon enfance, c'est là-bas à Pagala. Mon père, c'est un agriculteur, ma maman aussi. Et donc, moi, j'ai grandi dans l'agriculture, comme tout enfant peut-être là-bas. Et c'est comme ça que j'ai appris à avoir des compétences un peu plus avancées pour la survie. C'est ce que je vais dire, quoi. C'est-à-dire que nous avons appris à lutter contre le besoin. On veut être autosuffisant, alimentaire, financier, et puis, comme nous sommes des enfants des pauvres, comme on le dit souvent au Togo, nous sommes des enfants des pauvres, il n'y a pas de soutien sur le plan financier, tout ça. Donc, comment ça se dit en Mina? Et je connais tu sais que je ne maîtrise pas trop Mina, si c'était ma langue. Ah bon? Là, voilà. Donc, je vais dire que Wamenovio. Mais il y a une manière de le dire vraiment en éveil. Mais comme, bon, moi je ne parle pas éveil trop. Vous disiez ça comment? Wamenovi, c'est ça, non? Wamenovi, non? Ok. Wamenovi. Donc, souvent les Wamenovi se débrouillent. Ils se cherchent. Donc, c'est comme ça que je me suis cherché jusqu'à ce que je ne quitte là-bas pour me retrouver à Lomé. Et après le bac, j'ai commencé par
par chercher qu'est-ce que je dois faire. Premièrement, j'ai eu le bac à Atakpamé. Et après le bac, j'ai commencé par me chercher. Je pense que quand on est jeune, quand on devient jeune, je vais dire, c'est-à-dire on quitte l'étape d'enfance pour devenir jeune. Tu quittes la responsabilité de tes parents. Après le bac, c'est là ça commence vraiment. Ça chauffe. Parce que tu vas commencer par te chercher. Les parents commencent par te laisser un peu pour que toi-même tu t'occupes de toi-même. Et c'est là on a commencé par se chercher jusqu'à ce qu'on arrive à Lomé. Et je me suis fait former en plomberie, en électricité et en forage. Pourquoi tu as commencé? Pourquoi l'électricité, plomberie? En réalité, ce qui est ma passion, c'est-à-dire l'agriculture, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le soutien pour m'investir dans l'agriculture. Donc, mon intention, c'est de chercher de l'alternative. Donc, je vais chercher un moyen par lequel je pouvais peut-être moi-même investir dans l'agriculture, ce qui est ma passion. Donc, je vais dire que la plomberie, l'électricité, comme c'est difficile de trouver du boulot au Togo, si tu es diplômé, surtout si c'est un diplôme académique simple comme ça qu'on appelle le bac, c'est difficile de trouver un boulot, toi-même tu le sais. Donc je pense que j'ai passé plusieurs années à la maison, j'ai déposé des dossiers partout, il n'y a pas de succès. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas me faire former quelque part dans quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Et en cela, je peux économiser pour investir maintenant dans l'agriculture. Donc c'est ça, c'est cette idée qui m'a amené à Lomé. Et j'ai commencé par me faire former chez un particulier. Et c'est comme ça que je suis devenu électricien, plombier, foragiste. Après quelques années, j'ai eu des apprentis. Et c'est là que j'ai commencé par obtenir des fonds, c'est-à-dire les main-d'œuvre que je recevais dans mes activités. C'est là que j'ai commencé par penser à investir maintenant dans ma passion, c'est-à-dire l'agriculture. On va dire que depuis l'enfance, j'étais déjà jardinier et c'est ça que je faisais pour assurer mon déplacement, bon, disons ma survie à l'école. Tu sais, nous, on n'a pas appris à recevoir l'argent de nos parents pour aller à l'école manger. Donc, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons. Donc, il y a plusieurs activités que nous faisons. En saison sèche, lorsqu'il n'y a plus les champs, donc on s'occupe du jardin. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par avoir des compétences un peu, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous gagnons dans le jardinage, c'est ça qui m'a poussé à avoir de la passion pour l'agriculture. Parce que je pense que pour un enfant de pauvre, ce dans quoi on peut investir et que ça peut être un peu plus sûr de ne pas perdre, je pense que c'est l'agriculture. Parce que nos parents disent souvent, la roue ne trompe pas. Et donc, même si tu ne gagnes pas, tu vas gagner quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par m'investir et investir mon argent que je gagne en plomberie, en électricité, dans l'agriculture. C'est comme ça que j'ai commencé par être un jeune entrepreneur agricole. Merci. Tu pouvais prendre l'argent et investir quelque part d'autre. Mais pourquoi l'agriculture? Je vais dire que déjà quand on était enfant, on avait des imaginations, on se disait, bon, quand moi je vais grandir, je vais devenir éleveur. Ou je vais devenir agriculteur. Et on se donne des idées, bon, on se voit comme un grand producteur agricole. Tu vois un peu? Et moi, ce qui me motive dans l'agriculture, c'est vrai que la façon dont nos parents nous ont appris à cultiver, c'était trop compliqué, difficile. Et c'est difficilement qu'on gagne de l'argent. Mais lorsque je suis arrivé à Lomé et j'ai vu le marché à Lomé, j'ai vu comment les gens investissent dans l'agriculture. Je veux parler des riches qui investissent dans l'agriculture. J'ai visité des fermes agricoles. J'ai été inspiré par ces fermes agricoles et je me suis dit, ah, la façon dont on nous a appris à travailler, ce n'est pas de cette façon qu'il faut travailler pour gagner dans l'agriculture. Nous, ce pourquoi, bon, moi, je détestais en fait l'agriculture. Hein. À un moment donné de ma vie, je détestais l'agriculture parce que c'était un travail qui est vu comme très pénible, difficile et on gagne difficilement. Mais quand j'ai vu les investissements dans les fermes que j'ai fréquentées, ça a changé ma mentalité. Donc, je me suis dit, ah, si les gens gagnent comme ça dans l'agriculture, et puis j'ai réalisé même que ces gens-là qui gagnent comme ça dans l'agriculture n'ont pas la compétence que j'ai. Je peux facilement faire des choses qu'ils demandent aux autres de leur faire.
Et je me disais que voilà, même si moi je n'ai pas de moyens, j'ai l'intelligence qui peut me permettre d'investir et réussir même plus que celui qui engage des gens pour lui travailler. Puisque je peux mieux prendre soin de mes choses que d'appeler quelqu'un pour le faire à ma place. Et donc, je me suis dit, si j'ai un peu d'argent, avec mon intelligence et ma force, ça peut aller jusqu'au moment où je serai en mesure d'engager maintenant la main-d'œuvre. Donc, ce qui m'a particulièrement motivé, que j'ai commencé l'année surpassée, je pense, j'étais allé au village voir mon grand frère et il a planté quelques pieds de bananes plantain à la maison. Et quand je suis arrivé, on était en train de discuter et il me disait que cette année, lui, il a vendu près de 50 000 francs de bananes plantain avec quelques pieds de bananes plantain que je voyais. Et je me suis dit, regarde, si c'est par exemple un champ de maïs que tu fais, tu ne vas pas gagner autant que ce que tu as gagné sur ces quelques pieds de bananes plantain. Et j'ai dit, voilà, c'est une façon de gagner l'argent dans l'agriculture en dehors de ce que nos parents nous ont montré. Et je lui ai dit, là, je vais acheter un terrain et je vais planter beaucoup de bananes plantain. Comme ça, je vais avoir plus d'argent que lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé par réunir de l'argent. Et Dieu faisant, j'ai gagné un peu d'argent. Je me suis offert une superficie de 2 hectares. Et j'ai commencé. Donc, lorsque j'ai commencé par m'investir dans le marché. Désolé, quand tu dis offert, c'est C'est-à-dire, cadeau j'ai ou... acheté en Ok, fait, voilà. Je me suis offert, j'ai acheté une superficie de 2 hectares et pour planter la banane plantain. Donc, j'ai circulé aussi sur Internet et j'ai vu qu'il y a des potentiels investisseurs dans le domaine en fait, que je ne savais pas avant. Donc, j'ai été informé par l'Internet, ce qui a ajouté à mes compétences et j'ai vu comment on développait des matériels végétaux, c'est-à-dire que les plants qu'il faut planter au champ, puisque la banane plantain n'a pas de graines. Donc, pour planter sur une grande superficie, il faut du matériel végétal. Donc, d'où les gens font des pépinières pour aller planter dans le champ. Donc, c'est comme ça que je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur Internet. Et voilà, je me suis mis au travail à cause de la compétence que j'avais eue déjà dans le jardinage. Je me voyais faire tout ce que je voyais sur Internet sans aucune formation. Et donc, je me suis mis au travail et j'ai réussi parfaitement. Actuellement, j'ai quelques pieds j'ai atteint un objectif que je voulais atteindre l'année passée. Et cette année, j'ai un objectif de 4000 pieds que je vais réaliser avant la fin de l'année. Donc, je vais poursuivre la saison comme ça. C'est comme ça que je suis devenu. J'ai commencé en fait mon entreprise agricole. Wow. C'est ce qui m'a motivé. Dans tout ce que tu viens de me dire, je vois une passion. Je vois que tu observes beaucoup. Tu fais tes recherches. Et tu as une volonté de réussir. Exactement. Maintenant, est-ce que tu penses que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est ce que tu en as besoin de réussir? Est-ce que quelqu'un qui veut être entrepreneur, spécialement les jeunes Africains, est-ce que c'est la base, ça? Disons, sans peut-être un ou deux, trois de cette caractéristique, est-ce que tu pouvais arriver là où tu es aujourd'hui? Non, je vais répondre à cette question peut-être à plusieurs niveaux. Je vais dire que la vraie base d'une entreprise, c'est les fonds. Quand tu as les fonds, tu peux engager des spécialistes qui vont travailler à ta place. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu vas engager des gens qui maîtrisent les choses qui sont dans le domaine et tu vas payer. Maintenant, la plupart des jeunes Africains, je vais parler de la population togolaise, les jeunes Togolais que je connais, que j'ai fréquenté, moi-même je suis un jeune Togolais, gagnent difficilement de l'argent. Et donc, moi, je me suis dit, si c'est difficile de gagner de l'argent pour investir, il faut un autre moyen. Parce que il n'y a pas que l'argent pour investir, mais il y a autre chose que l'argent. Et j'ai commencé par réfléchir, je me disais que comment est-ce qu'on peut investir sans argent?
Et c'est là que j'ai commencé par mettre une stratégie en place pour pouvoir investir sans argent. Et j'ai abouti à ce que j'ai fait là-bas à cause de cela. Et si peut-être cette année je vais continuer, ça serait plus facile pour moi que l'année passée. Donc j'ai compris que si tu veux investir sans argent, il faut être persévérant, déterminé et avoir la passion. Et aussi avoir quelques compétences. Parce que si tu n'as pas la formation, tu ne peux pas y arriver. Donc tu as besoin de te faire former. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de me faire former parce que j'ai déjà la compétence. Donc c'est un acquis. Et même quand je regarde sur Internet, ceux qui font la chose que j'ai copiée, j'ai même découvert des choses que peut-être qu'ils n'ont pas montré, je ne sais pas, mais qui n'ont pas montré. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc, à force de faire, je commence par découvrir d'autres choses dedans. Donc, ça m'apprend le plus. On dit souvent que on apprend quand on fait. Donc, c'est quelque chose comme ça. Absolument. Et on a tendance à avoir peur d'entreprendre. On pense que c'est les riches qui entreprennent. Mais moi, j'ai compris à un moment donné que si nous n'avons pas d'argent, quand même, et nous voulons investir, et nous attendons toujours à avoir d'argent, si nous ne l'avons jamais, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas investir? Donc, c'est ce que je me suis imaginé. Et j'ai dit non, j'ai la force. Je gagne un peu d'argent. Et je peux travailler. J'ai un peu le niveau. Et ces choses-là me suffisent pour investir. Mais je ne vais pas m'imaginer en train d'investir comme un milliardaire ou un millionnaire. Je vais m'imaginer en train d'investir comme quelqu'un qui veut grandir dans l'investissement. Donc c'est là que j'ai commencé par réfléchir et j'ai eu la possibilité d'investir sans argent. Et je peux l'expliquer. Explique. Ça a été un long parcours, difficile, mais ça a donné un fruit. Quand je me suis dit que je vais avoir une plantation, c'était le fait de le dire est différent du fait de le réaliser. Donc, je suis assis au salon, j'ai dit, je vais avoir une plantation. Et je me vois dans une grande plantation de bananes plantains. Mais, quand j'ai trouvé de l'argent, j'ai acheté le terrain. Et je suis allé m'arrêter, je voyais le terrain. C'était carrément différent. La réalité que je voyais devant moi, c'était différent par rapport à ce que je voyais dans ma tête lorsque j'étais au salon, je parlais. Et il me faut de l'argent pour tailler la forêt. Je n'en avais pas. Les déplacements que j'effectuais ici, là-bas, à chaque moment, le travail que je faisais me procurait cet argent. Donc, il me faut maintenant l'argent pour qu'on me nettoie le terrain, pour que je puisse installer la plantation. Maintenant, pour trouver ce montant-là, il me faut plus de 1,5 million pour un début. Moi, je vais trouver cette somme-là où. Donc, je me suis dit, si je peux travailler et que mon père m'a appris à cultiver, je pense que c'est le temps de mettre les compétences que j'ai apprises depuis l'enfance en évidence. Et j'ai commencé par tenir coucou et tailler moi-même. Et j'ai taillé toute la superficie que je voulais moi-même. De 2 hectares. Non, j'ai pas taillé les 2 hectares. Je me suis fixé un objectif d'abord, puisque je vais commencer pas à pas. Si je veux commencer gros, je ne peux pas arriver. Donc, j'ai pu réaliser 1200 pieds pour le moment. Et j'ai un objectif de 10 hectares en 5 ans. Voilà. Wow. Donc, j'ai commencé par 1200 pieds. Donc, sur les 1200 pieds, ça occupe au moins un demi-hectare. Vous voyez. Donc, j'ai réussi à tailler tout seul. J'ai réussi à faire la pépinière moi-même. J'ai réussi à planter moi-même. J'ai réussi à entretenir moi-même. Et actuellement, ça a commencé par produire. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à investir sans argent. Et maintenant, cette année, l'année passée, j'ai acheté des rejets. Cette année, je n'aurai plus à acheter les rejets. J'en ai en gogo, je peux même vendre à ceux qui en ont besoin dans mon champ, puisqu'il y en a tellement que je ne vais plus acheter. Donc, ça facilite déjà la tâche à ce niveau-là. Je ne vais plus dépenser de l'argent pour acheter le matériel végétal. Moi-même, je vais produire. Et maintenant, je vais commencer par gagner de l'argent bientôt parce que je vais vendre les régimes et ça va encore plus faciliter l'investissement puisque ce que je vais vendre serait une source de revenus complémentaire du travail que je fais. Maintenant, c'est la plomberie, l'électricité qui va rapporter de l'argent et aussi les bananes plantains qui vont rapporter de l'argent. Ça fait déjà plusieurs sources
de revenus qui vont me permettre de continuer mon investissement. Et d'ici 5 ans, 10 ans, ce serait plus facile pour moi d'investir comme un milliardaire ou un millionnaire, je pense bien. Ça dépend du niveau à laquelle je veux arriver. Donc, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que c'est important d'avoir la vision? Quand je discute avec mes semblables souvent, je trouve que celui qui n'a pas de vision n'est pas un homme en fait. Parce que la vision te prépare en conséquence. Quand tu as la vision, tu te mets en œuvre en fonction de la vision que tu as. Mais quand tu n'as pas la vision, tu ne peux rien réaliser. Je prends l'exemple d'un monsieur qui travaille chaque année et il fait l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire que lui travaille juste pour manger. Ok. Et cette personne n'a plus de vision. Pour lui, c'est de faire maïs, haricots, le soja, l'igname. Et puis à la fin de l'année, il a les récoltes, il a le manger dans la chambre. L'année prochaine, ça finit, il reprend encore. Donc c'est comme ça, il va travailler jusqu'à sa vieillesse. Il n'a pas de vision. Et cet homme ne va jamais espérer devenir un riche ou bien même... Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être un riche? On a besoin de l'autosuffisance alimentaire et financière parce que nous sommes dans une société où il faut dépenser de l'argent pour être aussi dans cette société. Donc, il faut être autosuffisant, quoi, pour ne pas dépendre des autres. Donc, pour ça, il faut avoir des visions qui vont te donner une liberté, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Une liberté financière. Et puis, une liberté financière, il ne faut pas avoir l'intention de gagner facilement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce monsieur qui travaille chaque année juste pour manger, il va vieillir. Et quand il serait vieux, s'il ne pouvait plus travailler, où est-ce qu'il gagnerait pour manger? Donc, cet homme n'a pas de vision. Et donc, si moi je dis que j'ai une vision, et je dis que voilà, je vais travailler dans ma jeunesse pendant que je suis fort, et lorsque je vais grandir, je n'aurai plus à souffrir avant de manger. Donc, j'ai une vision, n'est-ce pas? Maintenant, ma vision doit être basée sur quelque chose d'objectif que je dois faire pour pouvoir aboutir à ce que je pense de moi demain. Donc, si j'ai cette vision, je dois d'abord avoir la passion pour ce en quoi j'ai la vision. Et si j'ai la passion, je me mets au travail. Donc, c'est la vision qui est le moteur de l'entrepreneur. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'entreprise. Quelque chose comme ça. C'est bien. La vision, c'est très, très importante. Est-ce que papa était un visionnaire? Je dirais non parce que... Bon, je dirais non. Puisque c'est un simple cultivateur, comme je le dis. Et c'est mon papa, il était un agriculteur de subsistance. C'est-à-dire, il travaillait juste pour manger. Quand il avait vieilli, et puis voilà, nous n'avions plus de soutien. C'est nous qui travaillons pour lui donner à manger. Donc, si on ne lui donnait pas, il n'en avait pas. Est-ce que l'expérience là, est-ce que tu penses que ça avait un effet sur toi? Bien sûr. Ça a eu beaucoup d'effets sur moi et sur tous mes frères parce que nous n'avions pas eu de soutien. Si moi j'avais eu de soutien, je ne serais pas ici aujourd'hui. Après mon bac, j'allais continuer mes études et puis je pouvais aller loin. Regarde un peu les enfants des riches et leur papa les soutient. Moi, je suis arrivé à un niveau où j'avais besoin du soutien, mais il n'y en avait pas. Ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Donc, il fallait que moi-même je me batte pour réaliser mes besoins et la vision que moi-même j'ai. Vous voyez un peu. Mais si mon papa était un visionnaire et qu'il avait fondé quelque chose, cette chose-là pouvait m'aider à avancer moi aussi. Et c'est comme ça aussi, je devais faire la même chose à mes enfants. Et comme ça, on va peut-être enlever la pauvreté dans notre famille et même dans notre génération. Mais comme mon papa ne l'avait pas eu, c'est pour ça que moi j'ai souffert. Donc si moi aussi je n'ai pas de vision, c'est comme ça mes enfants du demain vont aussi souffrir. Donc moi je vais avoir la vision et pour qu'il n'y ait pas l'effet que moi j'ai eu à cause de mon papa sur mes enfants. Donc ça a eu beaucoup d'effets. Tout ça là à cause du manque de vision. Du manque de vision. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir une vision? Qu'est-ce que ça coûte d'avoir une vision? Ça ne coûte rien. Ça dépend de la façon dont tu réfléchis. Et puis ce que tu penses faire.
Il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir une vision. Pourquoi? À cause de la paresse et de la passivité. Ils ne veulent rien faire. Et ils attendent des autres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend forcément travailler quelque part pour qu'on me paye. Moi, j'ai dit que un fonctionnaire qui reçoit un salaire ne peut jamais devenir riche. Mais c'est un entrepreneur qui peut devenir riche. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas l'argent facile. Et je n'aime pas m'asseoir sur place. Tu vois comment je me déplace, non? Voilà. Je n'aime pas m'asseoir sur place. Donc, si je m'assieds sur place, je n'aime pas dépendre des gens. C'est-à-dire, tu vas me commander, fais ceci, à cause du miettes que tu me donnes. J'aime travailler moi-même. Et donc, j'aime me battre moi-même. Ma maman a arrêté de me soutenir en classe de 6e. Et mes frères ont pris la relève. Mais à un moment donné, je payais moi-même mon écolage. Je me promenais dans la forêt pour chercher les feuilles de rognier pour faire l'éventail, vendre, acheter les cahiers. Donc, je n'ai pas attendu que mon papa ou ma maman me donne forcément de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, si tu es paresseux et tu ne veux rien faire, tu n'auras jamais de vision et tu vas toujours dépendre des autres. Tu n'auras jamais à faire. Tu vas toujours attendre des autres, tu n'auras jamais à faire. Pourtant, il y a beaucoup à faire. Quand je suis à Lomé, je vois des jeunes étudiants, des gens qui ont eu la licence, la maîtrise, le bac et tout, et ils comptent sur les diplômes. Moi, je m'en moque parce que on ne mange pas le diplôme. Moi, j'ai le bac, mais si peut-être je ne te dis pas que j'ai le bac, tu ne le sauras pas. Si tu me vois au champ en train de travailler, tu ne sauras pas que j'ai le bac. Tu vas penser que j'ai grandi au village. Effectivement, j'ai grandi au village, mais j'ai un peu un niveau. Donc, moi, comment je vais dire ça? J'ai fait la ville, j'ai fait le village, j'ai fait la ferme, j'ai fait la forêt. Donc, polyvalent, je peux vivre partout. Donc, à cause de ça, ça m'a donné une capacité d'adaptation. Et je peux m'adapter n'importe où. N'importe où je vais arriver, je n'aurai jamais faim. Là où les gens ne trouvent pas du boulot, moi, je vais en trouver. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est pourquoi je dis que ça dépend de la façon dont tu réfléchis. Mon frère, il a fait quelques pieds de bananes plantés, mais il n'a jamais eu vision qu'il peut devenir riche au travers de ça. Donc, c'est moi qui suis allé l'ouvrir les yeux. Donc, quand il a vendu sur quelques pieds 50 000 francs, moi, je me suis dit en même temps, imagine que tu as 20 pieds, 50 pieds, 100 pieds. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, c'est ça l'objectif de la vision. Et quand tu es passif, tu n'aimes pas travailler, et puis tu aimes rester dans les bureaux, tu ne seras jamais riche, tu n'auras jamais de vision. Et même si tu as une vision, tu ne peux pas l'accomplir. Parce que accomplir une vision, c'est plus difficile que de le dire dans la bouche. Il y a des gens qui disent je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ils réalisent tout par la bouche, mais ils ne sont pas pragmatistes. Donc, c'est ce qui est difficile dans le fait d'avoir la vision. Si tu es paresseux, tu n'aimes rien faire, tu n'auras jamais la vision. Voilà un peu. Sinon, ça ne coûte rien d'avoir une vision. Et moi, personnellement, je n'aime pas collaborer avec un paresseux. Et quand je vois un jeune qui dit que lui dépose les dossiers, on ne lui prend pas, il attend toujours, il prie que Dieu lui donne un boulot au travers du dépôt de dossiers, ça m'étonne. C'est vrai que nous avons grandi dans des différents milieux. Moi, c'est l'argent qui m'a retardé. Sinon, je ne serais pas là où je suis là aujourd'hui. Maintenant que j'ai commencé par gagner un peu, je vais commencer par réaliser quelque chose. Et ce n'est pas grand-chose que je gagne. Donc, si j'arrive à réaliser quelque chose avec, ça veut dire que il y a même les citadins qui disent qu'ils ne font rien, mais qui gagnent l'argent plus que moi. Mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas investir avec ça. Donc, c'est ça un peu. Ça ne coûte rien d'avoir une vision. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis en enfance? Non, je n'avais pas beaucoup d'amis. Souvent, mes amis sont ceux qui sont comme moi. Ceux qui aiment travailler comme moi. Parce que quand je traite avec un paresseux ou bien des jeunes profanes qui aiment bien s'habiller, sortir, faire la vie, tout ça, moi je ne suis pas habitué à ça. Donc je n'aime pas avoir ces amitiés-là. J'aime les gens qui travaillent, qui sont concentrés sur le travail. Et moi, l'éducation que j'ai reçue, mon père et ma mère m'ont appris à être responsable. Et je sais que je suis un homme, je ne suis pas une femme pour aller rester, je suis un homme.
Donc, c'est une femme qui va venir rester chez moi. Et je dois être capable de prendre soin de ma famille. Donc, c'est ce que je fais. J'ai une femme et un enfant. Et donc, la responsabilité que mes parents m'ont appris, c'est que il faut apprendre à se défendre toi-même. Sur le plan travail, tout dans la vie, quoi. Donc, c'est ce que j'ai appris. C'est pourquoi dans l'enfance, je n'étais pas habitué à m'amuser, à aller en vacances. On était concentré à résoudre les problèmes de notre situation. Donc, j'avais toujours des amis comme ça. Et ils ne sont pas beaucoup. Au village, chez moi, je peux dire que c'est un seul ami et mes frères. Et jusqu'alors, nous sommes toujours amis. Quand je suis venu, j'ai continué mes études à Takwame avant d'avoir le bac. J'avais aussi eu un ami là-bas. Et on est toujours ensemble jusqu'alors. Lui aussi, il est en train d'investir de l'autre côté. Donc, tous ceux qui me côtoient ont toujours une vision et un plan de réalisation de cette vision. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils espèrent le réaliser un jour. Alors, être entrepreneur est un peu comme la chasse en forêt et l'agriculture. Est-ce que on peut faire une comparaison entre Le chasseur, la vie d'un chasseur agricole et ce que l'entrepreneuriat demande? si je prends le niveau de la chasse, pour ceux qui ont fait le village, même si tu es un citadin, peut-être les citadins ne connaissent pas trop ce qui c'est que la chasse peut-être. Mais ceux qui ont fait le village, qui vont souvent à la chasse, vont savoir de quoi je veux parler. Donc, premièrement, explique-nous La chasse, en fait, les fondamentaux et après. pour être un chasseur, c'est d'aller chasser les animaux dans la forêt, n'est-ce pas? Il faut d'abord espérer. Il faut avoir l'espérance que tu vas trouver du gibier. Donc, on peut dire ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. D'accord. Il faut avoir l'espérance. Peu importe ce qui arrive, je vais trouver un animal tué. Et tu te mets sur une route que tu ne connais pas et tu ne sais pas où tu vas. Tu te cibles une zone. Je vais ici. Mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Mais tu sais ce que tu cherches. Partout, tu vas le chercher. Tu sais quand même ce que tu cherches, mais tu ne sais pas où tu vas. Et tu t'es muni d'un matériel qui est très important. Le fusil ou la massue ou le coucou. Maintenant, l'intelligence s'ajoute parce que si tu ne sais pas chasser, tu ne vas pas tuer, même si tu vois l'animal. Tu seras la nourriture. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a aussi la persévérance. Parce qu'un chasseur tu ne vas pas espérer marcher ici, la porte là-bas et puis trouver un animal tué partir. Les chasseurs n'attendent pas cette facilité-là. Ils sont prêts à marcher toute la nuit. De 20h jusqu'à 7h du matin, ils sont prêts à marcher pour toujours chercher. Et ils sont prêts à rester même dans la brousse pendant 2 jours à chercher. Et les chasses communautaires que nous faisons souvent au village, nous nous levons le matin déjà à 7h, nous sommes en brousse et on se promène sur des kilomètres affamés, sans manger, sans boire. Même si tu as soif, tu fais semblant de ne pas avoir soif. Et donc, on se promène comme ça jusqu'à le soir. Il y a quelquefois certains qui ne trouvent rien, il y a d'autres qui tuent et ça ne te décourage pas de ne plus aller demain s'il y en a. Donc, tu espères toujours et tu ne renonces jamais. Voilà un peu les caractéristiques d'un bon chasseur. Celui qui ne renonce jamais, qui persévère jusqu'à atteindre le but. Voilà, il faut ça. Mais si tu es paresseux, tu ne peux pas faire la chasse. Si tu abandonnes facilement, tu ne peux pas faire la chasse. Maintenant, pour un agriculteur, l'agriculteur est comme quelqu'un aussi qui s'avance sur un terrain qu'il ne connaît pas. Supposons que tu n'as pas beaucoup de moyens pour faire l'agriculture, tu n'as pas de moyens pour installer des systèmes d'irrigation et tout. Et même si tu en installes, c'est Dieu qui bénit ce qui va produire. Et même si tu mets tout en disposition, il faut d'abord aussi Dieu pour bénir et que tu aies de bons résultats. Et donc, l'agriculteur, il jette la semence, n'est-ce pas, par terre, ça pourrit, avant que ça ne germe. Donc, ce qu'il est en train de jeter là, il espère qu'il va gagner au travers de ça. Donc, il jette, il est patient, il attend
ça pousse, il va entretenir, il va engraisser, s'il faut traiter, il va traiter jusqu'à maturité. Et lorsque ça atteint la maturité maintenant, c'est là qu'il va commencer par voir ce qu'il va gagner dans tout ce qu'il a fait. Il n'a aucune idée. Peut-être s'il en a pas vraiment de façon spéciale. Donc c'est après la production qu'il va commencer par voir ce qu'il va gagner. Et c'est là qu'il va avoir la récompense de son effort. Donc moi je dis souvent que un travail bien fait donne toujours un bon résultat. Parce que même Dieu vient à ton aide. Mais si tu travailles de façon médiocre, tu n'es pas patient, tu veux tout de suite gagner, tu ne peux pas être cultivateur. C'est de la même chose pour celui qui veut entreprendre. C'est ce que moi-même je me suis appris. Je n'ai pas fait des études d'entrepreneuriat. Mais j'ai réalisé que tous ceux qui veulent gagner gros en même temps n'entreprennent jamais. Ils ne peuvent pas entreprendre. Parce que au lieu de commencer un peu, tu vas viser un gros gain. Et tu vas t'investir, tu vas tout perdre. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est patient, qui aime apprendre des nouvelles compétences pour grandir dans ce qu'il veut entreprendre. Et qui demande des conseils aussi. Qui n'est pas orgueilleux, qui ne se dit pas je connais tout. Il demande des conseils, il aime apprendre, il aime toujours investir. Et il a une grande passion pour ce qu'il veut faire. Ça, c'est, si tu n'as pas de passion, personne ne voudra le faire à ta place. La passion te donne des capacités vraiment qui sont importantes pour ton entreprise. La passion peut t'amener à chercher à résoudre tous les problèmes. Et il faut être capable à surmonter tous les problèmes sans jamais renoncer. Moi, je donne l'exemple. L'année où j'ai acheté le terrain, je voulais commencer en même temps la plantation cette année-là. Mais je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que c'est comme ça, c'est difficile. J'ai taillé la forêt. Quand j'ai fini de tailler, je voyais qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir mettre la plante sous terre. Donc, je n'avais pas d'idée que c'est comme ça, c'est compliqué. Donc, tout ce que j'avais investi cette année-là, j'ai tout perdu. Wow. Je n'ai pas pu réaliser ce que je pouvais réaliser. Donc, c'était, je pense, en février. C'était dans le mois de février, mars comme ça. Et depuis février-mars là, comme j'ai eu de l'échec, j'ai pas pu réaliser mon objectif de cette année-là. J'ai commencé déjà par réfléchir comment je peux faire réaliser février-mars prochain. Et j'ai pris le temps de bien me préparer. Même si je n'avais pas d'argent. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis élaboré beaucoup de plans avec plusieurs moyens de surmonter des difficultés. Et c'est comme ça que j'ai affronté la saison de l'année qui a suivi. Et j'ai abouti à un petit résultat. Voilà un peu. Donc, si je n'étais pas persévérant et que j'avais eu l'échec, je me suis dit, l'argent que j'ai dépensé là, c'est perdu comme ça, je suis découragé. Je n'allais plus continuer. J'allais dire que c'est trop difficile. Mais j'ai vu tout ça comme c'était plutôt quelque chose duquel je vais apprendre, quoi. Donc, j'ai appris de mes échecs. Ouais. Voilà. J'ai appris de mes échecs et je me suis mieux préparé pour affronter les difficultés, surmonter tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin qui va m'empêcher de réaliser ma vision. Les gens parlent souvent des sorciers. Moi, je pense pas que... Bon, je ne sais pas si ça existe quelque part, je ne sais pas. Moi, quand je travaille, je ne tiens pas compte d'un sorcier. Si ça ne marche pas pour moi, je ne vise pas un sorcier, une vieille quelque part. J'essaie de m'asseoir, je regarde comment j'ai marché. Est-ce que j'ai fait erreur quelque part? Là où j'ai fait erreur, là, désormais, je vais corriger là-bas. Et c'est comme ça, moi, j'avance. Je ne mets pas ma pensée sur les sorciers, les marabouts, tout ça. Non. Il suffit juste d'élaborer bien ton plan. Et puis, tu vas aboutir. C'est naturel. Donc, c'est comme ça, quoi. On peut dire que tu as une relation positive avec l'échec. Oui, je pense bien. Parce que souvent, l'échec décourage les gens. Mais moi, l'échec ne me décourage pas. L'échec m'apprend mieux à me préparer. C'est-à-dire que je n'ai pas de coach. Mon coach, c'est mon échec. Bien dit.
Et moi, je suis quelqu'un, même dans la plomberie ou dans l'électricité, je n'ai pas pris trop le temps pour apprendre. À un moment donné, j'avais des difficultés, j'ai abandonné. Mais le travail que je fais aujourd'hui, mon patron n'en connaît même pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, je cherche. Et le seul moyen par lequel il faut mieux apprendre, c'est de se cultiver soi-même. Quand tu as la volonté de te cultiver soi-même, tu apprends mieux parce que personne ne court derrière toi. C'est toi-même qui veux. Donc, l'échec m'apprend à surmonter l'échec. Voilà un peu. Comment est-ce que l'entrepreneuriat a un effet sur ton, disons, ta responsabilité comme un père et le responsable de ta famille? Ouais, bon, je veux dire que déjà, je suis un père et j'ai commencé par entreprendre. Premièrement, c'est beaucoup d'occupation. Je ne suis pas sur place, je voyage beaucoup. Et je ne reste pas souvent à la maison. Puisque c'est moi seul qui fais des choses pour le moment. Mais ça va arriver à un moment où je vais commencer par engager des gens qui vont m'aider. Mais comme je n'ai pas encore les moyens, c'est moi seul qui fais tout. Les voyages, discuter avec des clients et peut-être avoir des contrats et tout. C'est moi seul qui fais tout ça pour le moment. Donc je suis vraiment, vraiment occupé. Mais j'essaie toujours de trouver un temps pour ma famille. Parce que la famille d'abord. Donc j'essaie de trouver, même si je voyage, je dois dans le mois revenir ou dans la semaine revenir, rester quelques jours avec ma famille. Et maintenant, je suis même en train d'élaborer un plan qui va me permettre d'être toujours avec ma famille, quoi que je suis en voyage ou même je suis sur place. Donc, c'est le plan là que je suis en train d'élaborer pour mieux prendre soin de ma famille. Bien sûr. Parce que je travaille premièrement pour ma famille et puis pour les autres qui en auront besoin. Et donc, je vais dire que ça a un impact positif et négatif. L'impact positif, c'est que ma femme est contente de moi. Ah, c'est bien. Et elle s'inspire de mes compétences. Elle veut faire comme moi. Ça, c'est déjà un grand pas. Et aussi, mes amis qui me connaissent veulent aussi faire comme moi. Ils viennent me demander conseil. Et ça fait que mon entourage a commencé par me voir d'un autre œil. Voilà, je ne suis plus le plombier, je ne suis plus l'électricien. Maintenant, je circule de ferme en ferme pour voir. Je fais aussi le système d'irrigation et tout. Donc, il y a des gens qui me demandent des conseils par rapport à comment faire, quel système d'irrigation il faut pour quel terrain. Donc, je visite souvent les fermes des gens pour détecter des problèmes qu'il y a et donner des solutions. Donc, ça fait que je me cultive aussi. C'est dedans je profite pour tricher ce que je vois dans les fermes des autres pour venir faire chez moi. Donc je vois que c'est vraiment positif. Maintenant sur le plan négatif, je vais dire tout simplement que c'est la fatigue. Je suis très occupé et puis quelquefois je m'épuise. Mais ça ne m'amène pas à abandonner quand même. Ah, ça c'est bien. Oui, maintenant, si je te dis que tu es un porteur de solutions, comme disons tu rencontres quelqu'un de neuf, on dit, et il te demande tu fais quoi dans la vie, et tu dis je suis un porteur de solutions. Je fais plus le fait d'aller chez les gens, dans les fermes, et on va me montrer et c'est quel type de sol, ça peut réussir quoi, qu'est-ce qu'on peut cultiver ici. Et puis, lorsqu'on veut cultiver, quels sont les produits de traitement qu'il faut utiliser, tout ça. Je pense que je le fais souvent plus que l'agriculture moi-même, puisque si je viens juste de commencer par investir dans l'agriculture. Donc, ça fait aussi partie un peu de mon job, puisque souvent, quand je vais pour irriguer le champ des gens, ils profitent pour me poser des questions, bon, sur ma culture générale, qu'est-ce que je fais, je viens d'où, comme vous l'avez fait dès le début. Et quand j'essaye de lui donner mes réponses, bon, ils trouvent l'utilité de me poser certaines questions, peut-être qu'ils peuvent l'aider à faire ce qu'il veut faire en fait. Et surtout que moi, j'ai déjà commencé la production végétale dans un domaine spécifique.
Et ceux qui veulent le faire, ils m'appellent souvent. Et je leur donne les détails, le choix du site, quelles sont les caractéristiques, les critères qu'il faut respecter pour choisir un site de culture de banane plantain, le climat et tout. Et donc, je vais dire que je le fais souvent de façon volontaire, hein. Qu'est-ce que tu penses de l'agriculture au présent par rapport à l'Afrique et autour du monde? Je pense que l'agriculture, j'ai une idée positive de l'agriculture maintenant. Aujourd'hui même, il y a un de mes amis qui me l'a rappelé. Je suis en train de lui citer les objectifs que je vais atteindre cette année dans l'agriculture. Pas seulement dans la production de bananes plantains, mais aussi dans d'autres secteurs. Et il disait que c'est moi qui disais à un moment donné que je ne vais plus cultiver. Donc il y a le mot « je ne vais plus ». Parce que j'étais dégoûté de l'agriculture. Je comprends. Et ça veut dire que j'avais entre-temps une mauvaise pensée ou une position négative par rapport à l'agriculture. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, hein. Parce que je compte gagner des millions en agriculture. Et donc, si je compte gagner des millions, ce que j'ai trouvé dur hier, je ne le trouve plus dur aujourd'hui. Mais je vais savoir comment le faire pour que ça ne soit pas dur pour moi. Donc, pour dire en gros, j'ai une idée positive de l'agriculture et je pense que ce serait la source de ma richesse. Maintenant, parlant de l'Afrique ou de la jeunesse africaine, je pense que pour ma part, selon moi, hein, l'agriculture est le moyen par lequel on peut gagner facilement de l'argent. Il suffit de faire juste un peu d'effort et puis tu gagnes. Je prends un exemple. Vous voyez les bananes plantains que je vais produire. Si je produis sur 2 hectares, j'aurai 5000 pieds sur 2 hectares. C'est la densité à laquelle je veux produire. Si j'ai 5000 pieds sur l'hectare et je vends un régime à 1000 francs, vous voyez que j'ai 5 millions chaque année. Wow. Et puis ça peut se multiplier la deuxième année. Donc 5 millions chaque année est mieux que 0 dans les années précédentes. Donc maintenant, je vais commencer par gagner 5 millions chaque année. Vous voyez un peu. Et imaginez que je vends ça à 2000 francs seulement, le régime. Ça fait combien? 10 millions sur 2 hectares. Mais au même moment, si je dis que je vais produire le maïs sur 1 hectare, si le maïs réussit vraiment, peut-être on peut avoir de 2 à 3 tonnes. Hein. Donc imaginez que j'ai 16 sacs de maïs de 100 kilos. Et on va vendre ça. Je pense qu'un sac contient 40 bols. Hein. Et les 16 sacs font, je pense, 280 000, si j'ai une bonne mémoire. Hein. Et si tu gagnes 16 sacs sur 1 hectare ça, de maïs, et les 280 000 là, c'est dedans que tu vas enlever les dépenses. Le sarclage, le nettoyage du terrain, la semence, la nourriture, le transport du champ à la maison et de la maison au marché. Et en tout, quand tu vas enlever les dépenses que tu vas effectuer dans les 280 000 là, il ne reste plus vraiment rien. Donc tu aurais utilisé ta force pour rien, tu ne gagnes pas vraiment. Mais tu as utilisé plus ta force et plus ton temps. Mais moi, je n'ai qu'à nettoyer mon champ de bananes plantain, pardon, ma forêt. Et je plante ma banane plantain et j'attends l'année prochaine pour récolter. Je vais peut-être sarcler une fois. Et je viens juste, je récolte et je mange. Et sur 1 hectare, moi je gagne 2 500 000 si je vends à 1000 francs. Vous voyez? Alors que toi, tu gagnes 280 000 francs. Donc c'est comme ça que je compare les cultures et je choisis ce qui me rapporte plus d'argent. Si je prends par exemple la culture du piment vert, bois EBC, moi je suis jardinier, donc j'ai goûté à ça. Quand tu produis bois EBC, même la tomate, quand tu produis la tomate ou bois EBC sur 1 hectare, tu vas gagner 10 fois que ce que tu vas gagner sur 1 hectare avec le maïs. Ou avec le soja, peu importe. Hein. Donc, moi j'opte pour des cultures qui vont rapporter. Et je sais déjà ce qui m'attend quand je vais me mettre dans une spéculation. C'est-à-dire que quand je vais cultiver piment, je sais ce qui m'attend. Quand je vais cultiver tomate, je sais ce qui m'attend. Et je sais
j'ai les compétences requises pour cultiver le piment, j'ai les compétences requises pour cultiver la tomate. Donc, je préfère cultiver le piment et gagner des millions sur un hectare que de cultiver le maïs et gagner 280 000. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces comparaisons-là que je fais. Et aujourd'hui, je ne pense plus cultiver comme on me l'a appris, mais je pense cultiver comme un entrepreneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, actuellement, je suis en train de lancer une production de tomates et de piments. Et je vais commencer sur 2 hectares. Pendant que je suis en train de parler aujourd'hui, les gens sont allés dans ma forêt là-bas pour me tailler ça. Donc, peut-être que je viendrai vous montrer les résultats, si le Seigneur le permet. Donc, vous allez voir ce que je vais gagner sur un hectare. Donc, on calcule aussi les saisons pour voir dans quelle saison ça coûte cher et pourquoi est-ce que ça coûte cher dans ces saisons et se préparer en conséquence. Parce que si ça coûte cher dans une saison, ça veut dire que les gens, c'est pas tout le monde qui réussit en ce moment-là. Donc, ceux qui réussissent en ce moment-là vont gagner. Donc, ce sont ces saisons-là que je cible. Donc, pour pouvoir aboutir à mon objectif, puisque je n'ai pas assez d'argent, je dois quand même rentabiliser ce que j'ai dépensé. Donc, il faut que j'entretiens bien ma culture. Il faut que j'ai vraiment des compétences pour pouvoir vendre au moment où les gens ne réussissent pas. Donc, ce sont ces saisons-là que j'ai ciblées actuellement et puis je vais travailler. Vous voyez un peu. Ici, ce n'est pas affaire de formation parce que quand on parle de formation sur papier, c'est autre chose que de travailler sur le terrain. Parce que quand tu travailles sur le terrain, tu vis les conséquences, tu es proche des plantes et tu vois ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose qu'on te montre que tu as une idée dans la tête, mais tu vois ce qui se passe exactement. Donc, tu te prépares mieux. Donc, à cause de tout ça, moi, je pense que c'est l'agriculture qui peut permettre à tout jeune de gagner. Et il y a des niveaux. Par exemple, si je prends le piment, il faut être vraiment à un niveau donné pour pouvoir faire le piment. Et tu vas gagner gros. Mais quand je prends la banane plantain, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut produire la banane plantain. Tout le monde peut produire la banane douce. Tout le monde peut produire l'avocat. Tout le monde peut produire les oranges. Vous voyez, le Togo est en retard dans le domaine de l'agriculture. Si vous voyez la position de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, même du Ghana qui est proche de nous ici, même notre voisin Bénin, ils sont très avancés dans le domaine de l'agriculture. Et donc, nous sommes un peu en retard. Vous allez voir que la plupart des produits agricoles qui viennent, ils viennent de l'extérieur. C'est l'orange, banane, plantain. Moi, j'ai circulé à Tikodi l'autre fois dans les marchés locaux qui sont ici là. On me dit que les stocks de bananes plantain qui viennent du Ghana et du Bénin. Il n'y a pas un potentiel producteur de bananes plantain au Togo. Au Ghana, tu vas voir des gens qui ont travaillé sur des 50 hectares, des 60 hectares, des 100 hectares de production. En Côte d'Ivoire et puis au Cameroun. Mais ici, il n'y en a pas. Alors que nous avons des terres riches aussi. Et nous avons une région qui peut bien réussir l'agriculture. Donc, les gens ne voient pas ce secteur-là. Les gens ne voient pas trop ce secteur-là pour tirer des opportunités là-bas. Donc, ils espèrent qu'on leur crée une opportunité pour qu'ils rentrent dedans. Moi, j'aime créer l'opportunité. Je n'aime pas attendre l'opportunité. Donc, j'aime observer et voir dans quoi je peux créer l'opportunité. Moi, je pense que dans l'agriculture, je peux créer l'opportunité et développer beaucoup d'autres choses à partir de l'agriculture. Donc, je vois vraiment d'un œil positif l'agriculture au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune peut se lever sans terrain, disons avec peu d'expérience, et réussir dans l'agriculture bien si il ou elle a un plan. Bien sûr. Premièrement, quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, la première des choses, c'est de demander des conseils chez ceux qui le devancent. On n'a pas besoin forcément d'aller fréquenter quelque part ou bien d'aller suivre formation. Moi, je n'ai pas l'argent pour me faire former parce que pour se faire former en agriculture, là, toi-même, tu imagines le coût. L'argent, là, je l'aurais investi. Donc, si un jeune veut entreprendre, il n'a qu'à s'approcher de ce qu'il veut produire là.
ceux qui produisent, ils réussissent dedans. Là. Mhm. Il n'a qu'à s'approcher d'eux, leur demander comment ça se passe. Là où je veux faire le piment, j'ai loué. J'ai Ok. loué. Et on m'a loué l'hectare à 25 000 francs. Seulement. Wow. Et l'hectare à 25 000 francs là, je peux payer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien sûr. Et travailler sur le terrain de Trouy pendant 5 ans. Donc, je n'ai pas de terrain pour produire le piment, mais j'en ai maintenant. Avec Pour 5 25 000 ans. francs. Et peut-être je peux quitter là-bas, mais avant que je ne quitte, j'aurais trouvé dans ce que j'ai loué là et acheté mes propres terrains, ajouté à mon terrain que j'ai déjà. Donc, quand je produis, je m'accapare des terrains, j'achète quoi, pour que je ne sois plus dépendant des autres. Donc, c'est la vision que je dis. Quand je dis que j'ai un objectif de 10 hectares en 5 ans, mon 2 hectares là ne va pas rester là-bas et je vais avoir 10 hectares en 5 ans. Donc, il faut que je fasse d'autres activités qui vont m'aider à acheter d'autres terrains pour que je puisse atteindre mon objectif. Même si je ne l'atteins pas en 5 ans, ce n'est pas quelqu'un qui me chasse, c'est moi-même qui fais ma chose. Donc, je prends mon temps et je vais atteindre ça quand même. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Donc, si un jeune veut faire ça, il va aller chez celui qui le connaît déjà, il demande des conseils et on lui dit ce qu'il doit faire. Et à chaque fois, il y a des volontaires qui peuvent te coacher, qui peuvent venir visiter ton champ, voir comment tu fais, venir même travailler avec toi et t'aider jusqu'à ce que tu n'arrives à un niveau donné, que toi-même tu peux prendre le vol. Il y a des aides comme ça dans notre société. C'est pas l'argent qui fait tout. Après tout, c'est à cause de l'homme qu'il y a l'argent. C'est pas à cause de l'argent qu'il y a l'homme. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aide et ils n'ont pas forcément d'argent. Donc, il faut les aider, quoi. Moi, je me dis que si on construit une société comme ça, nous serons des gens qui seront tous riches. Parce que personne, peut-être peut-être que tout le monde ne veut pas que on soit riche. Il y a des gens qui veulent être riches et dominer sur les autres. Oui. Moi, c'est pas mon intention. Moi, je vais aider tous ceux qui sont au bas niveau que moi. C'est-à-dire, celui qui a besoin de moi, je le sers, sans espérer forcément quelque chose de lui. Et si un jour, lui-même, il veut me récompenser, là, d'accord. Puisque tout ce que moi-même j'ai appris, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas fait une formation. Je l'ai appris par mes propres efforts et par les difficultés que je surmonte souvent. Donc, si un jeune veut faire ce que je fais, il vient me demander conseil, je vais lui donner tout en détail. Certains gens ont l'habitude de dire que certains de nous qui ont fait l'expérience à l'extérieur ont dit certaines choses parce qu'on a fait l'expérience à l'intérieur. Mais 150% de tout ce que tu veux dire, c'est ce qu'on nous apprend à l'extérieur. Donc, c'est mon objectif de trouver les gens comme toi qui peuvent témoigner, qui peuvent montrer que c'est possible. Est-ce qu'il y a beaucoup des gens de l'extérieur qui viennent acheter beaucoup de terrains, qui sont en train d'ouvrir des entreprises agricoles? Ouais, bon, je vais dire que, à ma connaissance, il y en a tellement. Et la plupart des riches pensent toujours à l'agriculture. Et actuellement, là où je suis assis ici, il y en a plusieurs personnes qui m'ont demandé de leur trouver du terrain. Ils vont faire la même chose que je suis en train de faire. Et qui sont des cadres. Souvent, moi, mon travail, la plomberie, l'électricité, je travaille aux gens qui ont des bâtiments comme ça, là. Donc, ce sont des riches. Et moi, j'aime chercher l'opportunité partout, comme je l'ai dit. Donc, je cible des gens à qui je parle de mon entreprise et qui ont plus de culture que moi, qui ont plus voyagé que moi et qui ont plus vu des choses plus que moi, qui peuvent m'apprendre des choses. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une stratégie? Oui, c'est ma façon d'apprendre. Je suis curieux en fait. Et je veux connaître. Voilà. Donc, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont mangé de certains repas dans des restaurants. Et des gens que je parle, ce sont des cadres. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ils ont mangé dans les restaurants, dans les grands restaurants. Et ils m'ont parlé des repas qu'ils ont mangés dans ces restaurants et combien ça coûte. C'est ça, moi, je mange à la maison. Donc, j'ai appris là-bas que
on peut valoriser ce que nous mangeons à la maison. Hmm. Et les gens vont payer, ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui ne sont pas des Africains, peuvent payer pour le manger. Et même les Africains. Vous voyez, les Blancs ont une façon de donner une valeur à ce qu'ils font. Pourtant, ça peut ne pas avoir de cette valeur-là. Mais le fait de parler autrement de la chose donne de la chose une illusion de valeur. Et les gens vont mettre l'argent dedans. Quand ils font comment dire, moi je ne fréquente pas trop les supermarchés, mais j'entends les gens dire qu'ils achètent comment dire ça, les frites de, quoi ça? Les frites de pommes de terre, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas de frites de bananes plantain ici dans les supermarchés? Alors que c'est aussi un produit qui a de la valeur. Donc, on peut faire des frites de bananes plantain et le vendre aussi dans les supermarchés, l'exporter aussi dans d'autres pays. Une façon de le conserver comme on conserve aussi les frites de pommes de terre. Qu'est-ce que la pomme de terre a de plus en valeur que le banane plantain? Et qu'on ne peut pas faire la même chose de la banane plantain et comme on a fait du pomme. Donc, c'est des questions comme ça, moi je me pose et je me dis que c'est nous-mêmes qui faisons que nous n'évoluons pas. Il fut un temps en Israël, les jardiniers se sont révoltés parce que quand ils font le jardin et les gens viennent acheter dans leur champ, ils n'achètent pas ça, ils achètent à un prix très abordable, ils vont revendre. Et les jardiniers ont pensé eux-mêmes faire l'emballage. Le simple fait de mettre un plastique blanc, bien joli, sur banane plantain, vert, non mûr, tu laves bien, tu nettoies, tu étiquettes et puis tu mets plastique blanc, tu emballes. Ça va coûter plus cher que quelqu'un qui coupe ça, qui amène déposer bas. Donc, c'est une façon juste de donner la valeur. Donc, si nous apprenons à commencer par faire ça, nos choses vont coûter plus cher que les choses des Blancs parce que nos choses sont plus qualité. Nous produisons des choses de façon naturelle. Par exemple, banane plantain que moi je produis là, je n'ai pas mis engrais, je n'ai pas mis produit, je n'ai pas traité. Ça grandit naturellement. Wow. Et ce n'est pas semblable aux bananes douces d'Équateur où c'est des avions qui viennent traiter le champ et puis voilà. C'est des produits. Il y a une femme qui est revenue tout récemment de l'Espagne, qui est allée visiter mon champ et qui a dit que en Espagne, quand tu manges la banane, c'est différent d'ici. C'est comme c'est fané et ça n'a pas un bon goût. Wow. Mais quand tu manges ici, ça a un goût naturel. Donc, si on exporte ces bananes-là, on vend là-bas cher, pourquoi ne pas exporter pour nous aussi? Donc, moi, je cherche des gens qui vont travailler dans ça, qui vont valoriser nos productions et que ça va avoir des valeurs. On peut même créer des supermarchés. Actuellement, moi, je suis en train de penser que si je trouve de l'argent, je vais construire un supermarché et où je vais vendre la tomate, bois BC, boma, tout ça dans un supermarché bien vitré. Et quand les gens vont rentrer, ils vont acheter les produits frais, comme ça, comme poisson. Parce que je le vois souvent à l'extérieur, mais il n'y en a même pas au Togo. Donc, pourquoi ne pas le faire? Si c'est possible de le faire là-bas, pourquoi ce n'est pas possible ici? Donc, tout ça, ça est dans ma tête. Quand j'aurai l'argent, je vais tout réaliser si le Seigneur le permet. À moins que je suis mort, hein. Mais avant d'atteindre ces niveaux. Donc, je suis en train de voir que nous pouvons valoriser aussi nos produits. Et c'est en interrogeant les gens que je fréquente dans mon travail de plomberie que je commence par développer ces visions-là au travers de ce que eux, ils me disent. Parce que j'aime faire des comparaisons. J'aime faire des comparaisons. Vous voyez l'ananas. L'ananas, ça coûte cher maintenant. Et on peut revaloriser ça encore de plus. Les sociétés de boissons qui font des boissons avec des produits chimiques, qui vendent cher. Alors que nous, on peut faire des boissons avec des jus naturels, plus bons même, et qui seraient un peu plus cher plus que ça, parce que c'est plus naturel et puis ça fait du bien à l'organisme. En fait, aux États-Unis, le bio, c'est un marché unique. Voilà. Maintenant, c'est ici, notre bio ici, c'est Gbanjo. On dit en Minan, c'est Gbanjo, quoi. C'est-à-dire, c'est comme on prend, on vend, on donne. Tu vas travailler dur pour gagner ça, mais quand tu amènes au marché, tu ne gagnes rien. En fait, c'est renversé, quoi. Exactement.
C'est-à-dire que ce qui doit avoir la valeur, ça n'a pas de valeur. Mais des choses qui ne devaient pas avoir la valeur, à mon avis, ont plus de valeur, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas banane plantain au supermarché? Tu en as déjà vu? Moi, je n'ai pas encore vu. C'est vrai que je ne fréquente pas souvent, mais j'ai quand même fréquenté. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Là, je vais aller voir, je vais voir comment on a emballé. Mais c'est pas fréquent, n'est-ce pas? C'est vrai aussi que aux États-Unis, ici, ils ont l'habitude en fait, ok. Au Togo, ils ont l'habitude d'emballer dans les plastiques clairs. J'étais allé au Nigeria la semaine dernière. J'avais trouvé un banane planté doux dans un jar. Je l'ai toujours à la maison. Et quelqu'un l'a acheté, je m'a donné quoi à manger. C'est un client qui m'a fait. Quand j'ai pris le truc, j'ai dit que c'est cool. J'ai jamais vu banane plantain dans un jar quoi. Moi-même, j'étais allé acheter le lendemain. J'ai amené à la maison, on a tout mangé. Tu vois ce que C'est tu la m'as première partagé. fois. Ah, tu vois. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Pourquoi pas? Voilà. Et c'est quelque chose de très général. Un genre très général. Et aux États-Unis, il y a des bananes plantains. Tu vas le voir dans les emballages verts, rouges, bleus. Ils changent seulement la couleur. Des fois même, il peut mettre du sucre. Il dit que ça c'est sucré. Du sel, ça c'est salé. Piment, pimenté. Des frites, ça. Plantain banane. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est ce que j'aime attendre. Donc, si c'est possible qu'on le fasse là-bas, c'est possible qu'on le fasse ici aussi. Parce Totalement. qu'on le cultive ici aussi. Maintenant, moi, j'ai besoin des gens qui vont travailler sur cette affaire. Je n'aime pas les gens qui aiment minimiser ce qu'ils font. Si les Blancs avaient minimisé ce qu'ils font, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, on peut valoriser le manioc. On peut faire des frites de manioc, on peut faire des frites d'igname, on peut faire voilà, toutes sortes de choses, quoi. Et les valoriser, créer même des supermarchés locaux, vendre des produits, rien que produits au Togo, quoi. Et je pense que c'est possible s'il y a les moyens. Donc, il y a possibilité de gagner vraiment de l'argent. Tu sais ce qui est drôle? Tout ce que tu veux faire, parce que c'est le Togo, ça se voit comme ça n'existe pas. Parce que on dit que le Togo est autour de 150 ans en arrière par rapport aux États-Unis ou à l'extérieur. Donc, si on dit même que on n'a pas d'idée, on n'a rien à innover, il faut seulement voir celui qui est 150 pas devant toi. Fais-le aujourd'hui. Exactement. C'est plus même une... la stratégie là est plus mieux parce que c'est comme... aujourd'hui, c'est leur présent. Et toi, tu es en train de ramener le présent là où nous sommes 150 ans en arrière. Ça, c'est déjà beaucoup de valeur. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens mettent de l'effort, plus d'effort dans cette chanson de galère où il n'y a pas d'opportunité. Il y a l'Internet. Voilà. L'Internet seulement. YouTube seulement. Moi qui est assis ici, aujourd'hui, j'ai une boîte de production. Je n'ai pas fait l'école média. C'est YouTube qui m'a appris. Parce que j'avais la volonté et la passion que ça là, je dois le maîtriser. C'est pour ça que je respecte beaucoup ce que tu es en train de dire parce que j'ai fait également l'expérience. J'étais un petit Africain qui avait des visions, mais premièrement, arrivé aux États-Unis, tu ne comprends pas la langue. Tu dois t'habituer, tu dois l'apprendre. Il y a beaucoup que tu dois t'habituer, quoi. Tu dois apprendre, quoi. Donc, ma stratégie était, ok, je vais m'apprendre, je vais devenir plus intelligent que je suis aujourd'hui. Et dans partout où je vais, je trouve qui est plus intelligent que moi. Qui est intelligent, qui est curieux que moi, comme moi.
Comment on peut échanger? Qu'est-ce que je pourrais apprendre chez toi? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ceci? Ça t'avance plus rapidement que l'école. À l'époque, nous, on a fait l'école parce qu'on n'avait pas tellement le pouvoir que l'Internet a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens font 2 heures, 3 heures sur TikTok. Même 3 heures sur TikTok, là, tu n'as rien appris. Exactement. On perd le temps pour rien, quoi. Tu as perdu du temps pour... Il y a des gens qui gagnent 50 000 dollars par heure. Toi, tu as dépensé 50 000 sur TikTok sans recevoir rien en retour. Ça, c'est quelle valeur, ça? C'est quelle vie, ça? Et mon problème, c'est surtout les jeunes. Tu es jeune. Tu as de la force. Tu peux travailler 72 heures et continuer. Pourquoi ne pas prendre l'avantage aujourd'hui? Boss. On dit souvent que l'homme réussit, la plupart des hommes réussissent vers 30 ans. Ça veut dire que de 5 ans à 30 ans, tu as seulement un job. Travail, apprends, travaille, applique. Tu fais ça pour 30 ans. Comment tu peux échouer? Nous avons des gens à l'extérieur qui veulent rentrer en Afrique. En fait, au moment, il y a beaucoup de jeunes africains qui étaient nés en Afrique et qui ont des parents qui étaient nés en Afrique. Ils sont africains, mais pas de naissance, quoi. Ils sont pas nés en Afrique, mais Africains de souche. Quelque chose est en train de se passer où tous les gens qui identifient comme africains d'une manière de l'autre sont en train de rentrer. Et ceux-mêmes qui sont les Noirs qui ne sont pas actuellement africains, eux aussi, ils veulent rentrer pour investir en Afrique. Et un des secteurs d'investissement, c'est l'agriculture. Voilà. Moi, je les encourage. Donc, en 5 ans, 10 ans, si les Africains ne se lèvent pas, on va trouver les Chinois, les Blancs et les Noirs d'ailleurs, qui sont nos patrons. Dans 10 ans, si tu vas acheter terrain, au lieu d'acheter terrain chez un Togolais, tu vas aller acheter ton terrain chez un Chinois. Tu peux imaginer. Pour les gens de l'extérieur qui veulent rentrer au Togo ou venir au Togo pour la première fois et investir dans l'agricole ou une ferme, disons, quels sont tes conseils? Comment commencer? En fait, dis-nous les à savoir, quoi. Les bonnes choses et les autres qui ne sont pas très agréables. Ok. D'après mes expériences que moi j'ai et ce que j'ai vu de mes propres yeux, premièrement, qu'ils ne pensent pas que c'est seulement l'argent qui investit. C'est-à-dire, si tu as l'argent, tu peux avoir tout dans ce que tu vas entreprendre. C'est-à-dire la réussite et tout, non. Il faut aussi des choses qui accompagnent de l'argent. Mais je pense que c'est déjà une bonne idée de vouloir investir dans l'agriculture au Togo, n'est-ce pas? Donc c'est déjà une bonne idée. Je peux dire premièrement au Togo parce que nous sommes au Togo, mais je pense que l'agriculture était toujours un domaine qui rentabilise. Voilà. Mais je pense que peut-être c'est maintenant qu'on met la valeur dans l'agriculture au niveau des jeunes spécialement. Il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui montrent que en fait tu peux s'amuser dans le domaine et aussi faire l'argent et que c'est intéressant et tout ça. Mais ça devient quelque chose d'intérêt maintenant, quoi. Oui, effectivement, parce que beaucoup sont en train de voir l'opportunité de gagner dans l'agriculture. Ouais.
Et je pense que si les gens de l'extérieur veulent investir dans l'agriculture au Togo, c'est une très bonne idée. Mais le risque souvent, c'est que ils ne s'attendent pas à assez de difficultés dans le domaine. Et ils comptent beaucoup sur l'argent et ils se font acheter juste les terrains et puis ils commencent le travail sans renseignement, sans chercher à connaître comment bien faire les choses. Et souvent, ils comparent la réalité de ce qu'ils ont vu à l'extérieur à ici. Et le plus souvent, ça ne marche pas. Donc, j'aimerais suggérer que voilà, si quelqu'un veut investir ici au Togo, il vient de l'extérieur, il n'a qu'à prendre son temps pour se renseigner. Pour se renseigner déjà sur le site, qu'est-ce qu'il veut faire. Et il va demander des conseils pour savoir où est-ce il peut réussir ce qu'il veut faire. Parce que c'est très important le choix du site. Parce que le choix du site peut contribuer beaucoup à la réussite déjà. Parce que si tu vas choisir un site qui n'est pas favorable à ce que tu veux produire, que ce soit la production animale, que ce soit la production végétale, c'est déjà l'échec qui commence par là. Donc, s'il trouve un bon site, il faut qu'il trouve de bons collaborateurs. Parce que souvent, nous qui sommes sur place, nous n'avons pas voyagé, nous entendons parler de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour investir. On pense qu'il transporte de l'argent. Et les gens cherchent les moyens pour les escroquer. Donc, il doit avoir confiance et chercher à avoir de bons collaborateurs autour de lui. Parce que il ne serait pas la personne qui va travailler, c'est les gens qui vont travailler pour lui. Et donc, il va être, voilà, très vigilant et essayer de bien calculer ses investissements et de savoir dans la main de qui il met quoi. Donc, je pense que c'est très important parce que beaucoup de gens sont déçus d'avoir investi et que, en réalité, on n'investit pas ce qu'il envoie. Donc, c'est deux points bien capitaux. Donc, je reviens d'abord sur le site. Il faut choisir un site propice à ce que tu veux cultiver ou à ce que tu veux produire, si c'est les animaux, si c'est les trucs là, la production agricole. Donc, après le site, il faut trouver de bons collaborateurs. Après de bons collaborateurs, il faut accepter apprendre. Souvent, ceux qui viennent de là, ils trouvent des gens qui sont ici comme des gens qui n'ont pas assez de connaissances comme eux. Et des fois, ils n'aiment pas écouter les conseils de leurs collaborateurs qui sont ici. Et quelquefois, ça cause beaucoup de problèmes. Moi, j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont revenus des États-Unis, qui ont voulu investir dans l'agriculture. Et on leur donnait des conseils, ils minimisaient les conseils qu'on leur donnait. Et ils n'ont pas réussi. Pourtant, c'est des choses que nous faisons, nous gagnons de l'argent. Donc, ils n'ont pas voulu appliquer nos conseils parce qu'ils pensent que nous, on n'a pas fréquenté, on n'a pas fait une étude agricole, on ne connaît pas grand-chose, on n'a jamais vu des choses grandioses comme eux, ils en ont vu là-bas. Donc, ça fait que ils n'ont pas vraiment confiance. Alors que notre réalité d'ici est différente de la réalité de là. Donc, ils vont écouter les conseils, même si c'est un enfant qui vient te dire que ce que tu fais là, en continuant comme ça, tu ne vas pas réussir. Il faut l'écouter. Ça, c'est très important pour ces investisseurs-là. Et ils vont vraiment se renseigner sur le terrain qu'ils veulent acheter. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de revente. C'est-à-dire, on te vend le terrain et on va encore revendre à quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux acheter le terrain pour l'investissement, il faut beaucoup te renseigner avant d'acheter le terrain là. Et moi, j'aime donner aussi un conseil. Je n'aime pas qu'on investisse dans l'agriculture sur un terrain d'autrui ou bien un terrain de la famille. Parce que ça apporte beaucoup de problèmes après. Quand les grands frères, les oncles vont commencer par voir ce que tu gagnes là-bas, ils vont commencer par mettre l'œil. Moi, notre famille a un terrain, mais je n'ai même pas regardé là-bas. Je suis allé acheter mon terrain. Donc, je préfère tu achètes ton propre terrain. Tu as l'autorité sur ton propre terrain. Tu vas décider ce que tu veux sur ton propre terrain. Et personne ne viendra demain te déranger quand tu vas commencer par réussir. Donc, il faut surtout chercher à avoir son propre terrain avant d'investir dans ce que tu veux investir. Donc, en gros, c'est quelques conseils que je peux donner à ceux qui viendront peut-être pour investir ici.
Disons, après que tu as le terrain, qu'est-ce que comment tu dois te préparer sur le calendrier, quoi? Ça se fait. Quelle est le meilleur, la meilleure stratégie? Donc, moi, je sais que chaque culture a ses saisons. À moins que tu as des moyens pour faire des cultures contre saison. Donc, il y a des cultures contre saison et des cultures que tu peux faire selon la saison parce que si tu n'as pas les moyens pour faire contre saison. Et donc, ça dépend de la capacité financière que tu as. Donc, il y a des gens, ils peuvent produire à tout moment. Il y a plusieurs formes d'investissement dans l'agriculture. Tu peux faire des productions sous les serres, par exemple. On fabrique des appartements en plastique et on cultive dedans. C'est ça qu'on appelle les serres. Les greenhouse. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ceux qui produisent dans les serres, ils font des cultures hors sol. Et l'investissement là-bas, c'est beaucoup plus coûteux que des simples agriculteurs qui veulent faire des plantations et tout. Et ça dépend aussi de ton objectif que tu as. Maintenant, parlant de la saison, ça dépend de ce que tu veux cultiver et l'objectif que tu as. Il y a beaucoup qui veulent investir mais n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il entend qu'on produit piment, il y a l'argent dedans, ah je vais produire piment. Parce que peut-être tu as la capacité financière de produire piment. Mais tu ne sais pas pourquoi tu veux produire piment et qu'est-ce que tu attends de gagner, combien tu attends de gagner dans le piment que tu veux produire, combien d'espace tu vas cultiver. Donc, les gens n'ont pas souvent ces objectifs-là. Ils comptent beaucoup sur leurs collaborateurs, ils veulent qu'on leur dise tout. Même si tu n'as aucune idée, il faut te fixer un objectif. Tu veux cultiver un piment. Dis-toi que je vais gagner ce montant-là, à peu près ce montant-là, dans la culture que je vais faire cette année. Et les gens vont te mettre au travail en fonction de ce que tu as dit. Et ils vont te dire ce qu'il faut faire. Et moi, souvent, je n'aime pas qu'on fasse des travaux de façon médiocre. L'agriculture, on n'a pas besoin, tu ne peux pas travailler avec insuffisance. On ne fait pas, je vais faire voir. C'est-à-dire que je vais essayer voir. Si tu veux produire banane plantain, tu n'as pas les moyens, la capacité requise sur le plan intellectuel, financier, pour produire banane plantain, laisse. Quand tu auras l'argent, tu vas produire. Mais quand tu auras les moyens, tu vas produire. J'ai dit ici que pas forcément l'argent. Par exemple, si tu as un terrain qui se trouve en un emplacement où c'est propice à la culture de banane plantain, ça te facilite la tâche. Tu n'as qu'à aller planter. Toi-même, tu peux tailler une petite portion, planter, et puis ça grandit, tu multiplies au fur et à mesure. Mais, ceux qui créent des fermes agricoles, par exemple, tu vas avoir un terrain sur un domaine. Tu veux faire une spéculation sur une superficie donnée. Tu n'as pas un cours d'eau à proximité. Tu vas construire un forage. Il faut te renseigner. Et il faut te renseigner sur quel type de système d'irrigation tu vas utiliser pour faciliter la tâche sur la ferme. Et on a plusieurs types d'irrigation en fonction du sol. Et tu vas calculer, tu vas acheter aussi un terrain sur un sol qui va te faciliter la tâche. Et tu vas calculer la capacité de rétention d'humidité de ce sol-là pour voir quel type d'irrigation tu vas utiliser sur le sol. Et comment tu fais pour arriver Ce sont des études que tu vas faire sur le terrain. Tu peux engager des gens qui vont venir observer le terrain pour toi, faire l'étude. Même tu peux tester le truc là, les composants du sol en laboratoire pour voir c'est composé de quoi, qu'est-ce qu'on peut cultiver dedans, qu'est-ce qu'on peut réussir dedans. Donc c'est possible. Et aussi le forage que tu vas faire, c'est très important. Il faut avoir une bonne qualité d'eau. Il faut avoir une bonne qualité d'eau. Et s'il y a possibilité, tu peux aussi aller tester toi-même dans le laboratoire pour voir le pH de l'eau, parce que c'est très important pour la réussite de ta production, que ce soit sur le végétal ou animal. Donc, si tu respectes un peu ces critères-là, je pense que tu as 75% de chance de réussir ton investissement en agriculture. Mais si tu sautes juste dedans parce que tu as entendu parler, je pense que tu vas avoir beaucoup de difficultés. Même si tu as de l'argent, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Parce que si tu mets de l'argent et
l'argent ne joue pas le rôle qu'il devait jouer pour ce que tu es en train de faire. Même s'il y a l'argent, ça ne donne aucun résultat. Tu vas juste gaspiller des millions, après tu vas te décourager. Est-ce que tu conseilles, est-ce que c'est nécessaire que la personne doit avoir une passion pour l'agriculture ou la production de la nourriture? Bon, dans ce sens-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire exactement parce que celui qui n'a pas de passion en quelque chose, il ne peut pas mettre son argent dedans. Donc, moi, je pense que la passion, c'est très important et la patience aussi. Puisque tu ne vas pas espérer gagner dans quelque chose si tu n'as pas vraiment la passion pour ça. Donc, il faut avoir la passion. Même si toi-même, tu ne vas pas travailler, il faut aimer ce dans quoi tu veux investir. Et tu sais que quand on aime quelque chose, on entretient mieux ça. Mais quand on n'aime pas là, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, si tu n'aimes pas, ça traduit que tu n'as pas la passion, donc laisse. Mais si tu as la passion, tu vas réussir dedans parce que tu es capable de surmonter les défis qui seront présentés au cours de ton parcours d'investissement, quoi. Ou bien ton parcours d'entrepreneur dans le domaine. Donc, il faut avoir la passion. Nécessairement la passion. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'a pas discuté? Soit quelque chose à laisser pour les jeunes ou les expatriés qui viennent de l'extérieur pour l'année 2025? Bien sûr que je peux avoir un mot parce que mon souhait aujourd'hui, c'est que on puisse développer le Togo à partir de l'agriculture. Et moi, je pense que c'est possible. Puisque si tu regardes aujourd'hui le monde, l'agriculture fait partie des activités qui rapportent beaucoup d'argent dans les pays voisins, même dans les pays occidentaux. Les paysans sont des milliardaires. Mais la plupart des jeunes ici en Afrique, et en particulier au Togo, ils voient l'agriculture sur un autre œil. Et puis, quand tu lis les réseaux sociaux, les gens disent que toi, tu es villageois, tu as un comportement d'agriculteur. C'est-à-dire que, compétent. Et moi, je dis souvent que, peut-être, je ne sais pas en quoi est-ce que on peut insulter quelqu'un compétent. Parce que quelqu'un qui est compétent a beaucoup de compétences que l'homme qui se dit et Dougan Méthode n'en a pas. C'est-à-dire s'y tarder. Donc, chaque civilisation a une valeur. Et je ne pense pas qu'une civilisation dépasse l'autre. Chacun a grandi dans son domaine et chacun vit dans son domaine d'existence. Donc, ça ne serait pas une insulte pour quelqu'un d'être un paysan. C'est parce que l'agriculture ne rapporte pas de l'argent, c'est pourquoi on insulte les agriculteurs qui sont des compétents, des paysans. Mais si ça commence par donner des millions, personne ne va plus jamais insulter un agriculteur comme ça. Donc, je pense que ceux qui insultent les gens compétents, ce sont des gens, en réalité, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que c'est dans Copé là, on trouve de l'argent. C'est là-bas, il y a des terrains. Est-ce qu'il y a des terrains à Lomé ici? Pour investir en agriculture. Celui qui vient investir, il va aller dans les zones rurales, il va acheter les terrains dans la forêt. Et pour acheter le terrain dans la forêt, ce sont des habitants de la forêt là, c'est chez eux que tu vas acheter le terrain. Et c'est eux qui seront la main d'œuvre dans ta production. Et si eux n'ont pas les compétences pour travailler dans ta production, comment tu peux produire et avoir la rentabilité? Voilà un peu donc. Et la plupart des citadins sont nourris par ces jeunes, ces paysans-là qui insultent compétents là. Donc moi je déteste le fait de considérer l'autre comme il est sous-homme. Et souvent on dit que on est illettré. On insulte souvent les paysans là qui sont illettrés, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien, mais ils ont la compétence de quelqu'un qui peut entreprendre. Vous allez voir une maman qui fait une petite activité, mais c'est dedans, elle va rester jusqu'à vieillir. Ma maman, par exemple, elle va au marché sans argent. Elle revient à la maison avec argent. Quand elle arrive au marché, elle achète le riz ici. Elle revend, elle trouve un peu de bénéfice. Elle prend l'argent, elle achète maïs. Elle vient, elle revend, elle trouve des bénéfices. Elle achète d'autres choses. Et puis, elle va réserver un peu de riz. Elle va réserver un peu de maïs, un peu de gari pour amener à la maison, en plus l'argent. Vous voyez un peu. Cette compétence-là, beaucoup ne l'ont pas. Et les citadins ont souvent l'habitude de rester sous la télé, le wifi, sur les réseaux sociaux. Ils sont paresseux.
je ne parle pas de tous les citadins, hein, mais souvent les jeunes qui ne veulent rien faire. Et c'est eux qui se permettent d'insulter les autres compétents. Moi, je déteste ces paroles-là. Moi, j'aimerais qu'on considère chacun selon le milieu dans lequel il a grandi et qu'on essaye de l'aider à valoriser ce qu'il a appris dans son milieu que de l'humilier en l'insultant. C'est pourquoi nous n'évoluons pas. C'est bien dit. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vois pas les fermiers comme compétents. Bien sûr. Si tu vas là, déjà là où moi je travaille, tu vois les villageois de là. Ce qu'ils font là, tu ne peux même pas faire la moitié. Ils transportent les colis, ils grimpent sur les montagnes, sur les collines avec des bagages sur la tête. C'est très compliqué. Donc, ils arrivent à suivre dans leur monde comme ça. Et donc, si nous, on veut développer ce secteur-là, on va aider ces gens-là. On va les ouvrir l'esprit. C'est vrai. J'ai vu un champ de bananes planté d'un monsieur où je suis allé acheter bananes et c'était comme un demi-hectare. Et quand il a produit, il vend juste, il mange. Il n'a pas l'intention de développer ce champ-là. Lui, comme ça, on peut lui dire fais ceci, fais ceci, fais ceci pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse devenir un jour une grande entreprise pour lui. Donc moi, je préfère qu'on soutienne les paysans que de les insulter. Qu'on soutienne les jeunes qui viennent en ville, qui ne connaissent pas la vie de la ville, que de les insulter compétents ou broussards ou fermiers, tout ça. Quand vous arrivez aux États-Unis, ce ne sont pas des fermiers qui sont des milliardaires. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est parce que chez nous ici, il n'y a pas de moyens pour que des fermiers deviennent des milliardaires. C'est pourquoi on les humilie. Mais je pense que si les jeunes Togolais veulent vraiment investir dans l'agriculture, cette façon de voir les gens vont changer. Ouais. Cette façon de voir les paysans, ça va changer. Ils vont voir des paysans qui roulent dans les grosses voitures. Ils vont désirer être à leur place et ils ne pourront même pas. Donc, je pense que c'est une bonne idée de venir investir en agriculture au Togo pour développer le secteur agricole, pour amener la révolution verte au Togo aussi, pour que le Togo soit dans les rangs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Ghana. Pour que nous aussi, on puisse avoir le marché ici. On puisse vendre nos produits locaux dans les supermarchés, dans les pays voisins. On peut exporter et tout. Le Ghana fabrique aujourd'hui la farine de foufou, banane, plantain et manioc. L'autre fois, j'en ai acheté, j'ai mangé. On a acheté ça je pense, on m'a envoyé ça de la France. Ce que Ghana produit, c'est en France. C'est en France. Donc, les entreprises qui font ça là, ils sont au Ghana là-bas. Mais c'est pas toute la population qui arrive à faire ça. Est-ce qu'il y a une société comme ça au Togo? Il n'y en a pas. Donc, s'il y a les entreprises comme ça au Togo, les Togolais aussi, les paysans togolais seront encouragés à produire pour pouvoir commercialiser. Souvent, le problème des Togolais, c'est le marché. Ils produisent, mais ils ne trouvent pas le marché parce que le pays est restreint. Et il n'y a qu'une seule ville, une seule grande ville, où il y a tout. Toutes choses sont concentrées ici à Lomé. Les marchés de l'extérieur, il y a peu de choses. Donc, moi, j'encourage les gens à voir ce secteur-là, à développer ce secteur. Et il n'y aura plus des jeunes chômeurs. Parce que moi, je pense que s'il y a de grandes entreprises agricoles, on va embaucher les jeunes qui chôment aujourd'hui, qui fréquentent, qui ont le bac et qui ne savent quoi faire. Donc, voilà le conseil que moi je peux donner. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé en ce que Mawena vient de partager avec nous, ou vous voulez travailler avec lui, vous pouvez nous faire signe, and we'll get you in touch with him. Thank you for watching, for staying with us through episode 2. There will be more. If you guys have any questions par rapport à l'agriculture, comment ça se fait ou commencer tout ce qui a à faire avec l'agricole, n'hésitez pas de laisser des commentaires, liker, subscribe. It will help us. And thank you. Merci.